Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir et je vous remercie pour votre présence. Je suis Sébastien, architecte, principal architecte chez Odigo. Odigo est une plateforme cloud qui met en relation des utilisateurs avec des grandes marques ou des institutions au moyen de bots téléphoniques, chat, email, WhatsApp. Et on fournit aux équipes support les outils pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Et on gère près de 3 milliards d'interactions par an, donc il y a de fortes chances que vous ayez utilisé notre service cette année sans le savoir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je fais au quotidien, mais plutôt d'un outil que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle SQLite. Et pourquoi je vous parle de cet outil? En fait, au siècle précédent, j'ai travaillé sur un projet open source qui s'appelle Gware, qui permettait d'indexer des médias movibles pour pouvoir retrouver facilement des fichiers sur différents supports. Et pour ce projet, en fait, j'ai créé ma propre base de données avec un moteur de requête. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. En fait, on perd énormément de temps et on n'atteint pas les perfs que les moteurs de base de données qui existent dans des gros projets font. Et donc, c'est une erreur à ne pas faire. Un peu plus tard, en tant qu'architecte, j'ai été amené à faire des prototypes pour tester des modèles d'architecture. Et à un moment, j'ai voulu tester en fait, la réplication de bases de données au niveau logiciel. J'étais tombé sur un driver JDBC qui permettait de faire la réplication logicielle entre bases de données. À l'époque, on n'avait pas les conteneurs Docker, et puis avoir un serveur de base de données, ce n'était pas forcément évident, il fallait faire des demandes, c'était long, ça, donc ce n'était pas fluide. Et je suis tombé sur SQLite, qui proposait d'avoir une base de données qui était stockée dans un fichier, et il n'y avait rien à installer, et c'est la première fois en fait, que j'ai utilisé SQLite. Un peu plus tard, fin des années 2000, c'est l'émergence des smartphones avec l'iPhone et puis tout ce qui est Android. Je me suis mis au développement logiciel, au développement Android. J'ai fait quelques applications, dont une qui n'a pas trop mal fonctionné. Et je me suis retrouvé à faire du développement et à stocker sur Android et à stocker des données dans les téléphones Android avec la base de données qui est fournie par défaut dans le développement Android, c'est-à-dire SQLite. Donc je me suis retrouvé à gérer des flottes de bases de données assez importantes. Bien plus tard, j'avais un ensemble d'API REST que je mets à disposition à des sites qui peuvent utiliser pour enrichir les données de leur site. Et ces bases de données, ces API, les données sont stockées dans du MySQL. Et en fait, ça me fatiguait de devoir gérer des serveurs de base de données. Et puis, il n'y avait pas des gros enjeux. Et je voulais surtout avoir une solution qui était plus simple et plus légère en termes de ressources. Et j'ai testé en fait, de réutiliser MySQLite en tant que SQLite en tant que backend pour sauvegarder mes données. Et en fait, ça fonctionnait plutôt bien. Et j'ai commencé à migrer toutes mes API que j'avais sur du SQLite. Au point où, en 2023, en fait, j'ai créé mon petit SaaS qui en fait, me permet de gérer plein d'API REST avec un backend en SQLite. Et ça me permet de migrer tous mes projets sur ce backend-là. Et j'ai plus de base de données à gérer. Et c'est ainsi qu'en fait, que je suis arrivé à vous parler de SQLite aujourd'hui. Il y a eu un petit moment d'égarement dans les années 2010 où j'ai fait du JSON comme tout le monde, c'était à la mode, c'est super pratique parce que c'est visuel, on peut l'éditer simplement, mais pour faire des requêtes, ce n'est pas forcément ce qui est le plus performant. Donc je suis revenu en 2021 aux fondamentaux avec SQLite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est SQLite, ses avantages, les inconvénients, quelques applications concrètes et puis les astuces principales que j'ai pu en retenir au fil des différents projets où j'ai utilisé. Donc, souvent, on se demande, est-ce qu'on peut mettre du SQLite en production? Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? C'est 1 billion ou 10 puissance 12. C'est le nombre estimé de bases SQLite en production, enfin déployées. Alors ce chiffre, il est estimé sur le volume de smartphones qui sont déployés. Il y a à peu près 5 milliards de smartphones déployés. Et comme les applications par défaut utilisent SQLite pour stocker leurs données, on se retrouve avec un chiffre considérable. Mais il n'y a pas que les smartphones, on va le retrouver dans l'embarqué, on va le retrouver dans l'IoT, dans la domotique, on peut le retrouver aussi dans l'aviation. Il y a plein d'endroits où on va retrouver SQLite, et c'est pour ça qu'on le retrouve partout. On va le retrouver aussi au navigateur, dans l'OS et dans plein d'applications, du Dropbox, etc. Et donc, en fait, on a du SQLite partout sans le savoir. Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement SQLite? En fait, c'est un moteur de base de données qui est accessible via une librairie logicielle, donc via une lib, qui s'exécute dans le processus de l'application qui l'utilise et qui stocke les informations dans un fichier soit local, soit en mémoire. C'est rien de plus que ça, SQLite. Le projet, on peut avoir toutes les informations du projet sur sqlite.org. C'est un projet open source. Par contre, il n'est pas ouvert aux contributions.
C'est-à-dire qu'en fait, le projet veut maîtriser la propriété intellectuelle de SQLite, donc ils n'acceptent aucune contribution. Vous pouvez leur proposer un patch. En général, ils vont le réécrire, ils ne vont pas le prendre tel quel, parce qu'ils veulent être propriétaires du code et pas avoir de soucis de propriété intellectuelle. Il existe depuis 2000, donc il est mature, et il s'engage à un support jusqu'en 2050. Et dans ce support, il s'engage à ce que les formats de fichiers soient rétrocompatibles et que l'API aussi soit rétrocompatible. Et on verra que ça peut avoir des impacts sur la façon d'utiliser SQLite. Et il y a des mises à jour régulières, la dernière date de cette semaine. Autour de SQLite, il y a tout un écosystème. Alors déjà, le projet propose une CLI, SQLite 3, en ligne de commande. On peut interagir avec la base de données, c'est plutôt pratique. Il propose également une lib en C, C++. Et après, autour de ce projet, il y a plein d'autres projets qui permettent d'utiliser SQLite dans vos langages favoris. Donc on peut retrouver un driver JDBC, une lib en Python, en Node, en PHP, etc. Si jamais vous voulez l'essayer avant d'installer quoi que ce soit, il y a des playgrounds sur Internet où vous pouvez tester en ligne SQLite, même si la CLI est facile à installer. Et après, il y a différentes collections d'extensions parce qu'on peut étendre encore le comportement de la base de données avec des extensions. Donc il y a quelques sites qui les listent les plus courantes. Alors souvent, on entend parler de SQLite ou SQLite. Et en fait, c'est quand l'auteur a créé le projet, il l'appelait SQLite. C'était le suffixe it, comme on peut l'avoir dans les minéraux, avec de la pyrite ou de la quartzite. Et ça n'avait rien à voir, ce n'est pas une version allégée du SQL, c'est un SQL qui est complet. Après, l'auteur, il s'en fiche, on peut l'appeler SQLite si on veut, ça lui est égal. Et en fait, il supporte quasiment tout le langage SQL. On a des transactions acides. Moi, je n'ai personnellement pas rencontré de cas bloquant. En fait, les seules limitations qui me viennent à l'esprit, la première, c'est qu'on ne va pas avoir de transactions multi-base de données dans SQLite, et aussi, il n'y a pas de notion d'utilisateur, donc on ne gère pas d'utilisateur au niveau de la base de données. Au-delà de l'aspect SQL, on va retrouver ce qu'on pourrait classer dans du NoSQL, donc on peut faire du full text search par défaut dans SQLite, et il y a du support du JSON, donc si vous voulez utiliser SQLite en base documents, c'est possible. Dernier point, le projet ne se positionne pas comme un concurrent, une base de données client-serveur, ce n'est pas du tout le même cas d'usage, et ils sont plutôt un concurrent du fopen. Donc en fait, ils proposent un outil qui va être optimisé et sécurisé pour accéder à des données qu'on stocke dans un fichier plutôt. Alors si on regarde un petit peu les avantages de cette solution, si on va sur le site, en fait, ils ont un motto qui est petit, rapide, fiable, choisissez en 3. C'est un petit troll par rapport au théorème de Cap où on a 3 caractéristiques et on peut en choisir que 2. Ils disent non, on en a 3 caractéristiques, vous pouvez les prendre. Alors pourquoi petit? Déjà, le code source du projet il tient dans un seul fichier sqlite.c qui fait quand même 155 000 lignes de code, mais ça reste de taille raisonnable. Il n'a aucune dépendance externe, ce qui leur permet à la fois de maîtriser la propriété intellectuelle et surtout de ne pas avoir de récupérer des failles de dépendance. Et aussi, ça permet d'avoir une solution qui est pérenne dans le temps. On voit qu'il existe depuis 2000. S'ils avaient utilisé des frameworks ou quoi que ce soit qui sont à la mode, qui disparaissent, c'est plus compliqué à maintenir. Il est rapide. C'est une base de données qui stocke dans un fichier, donc il n'y a pas de réseau, donc pas de latence réseau. Il n'y a pas de sérialisation, désérialisation des données quand on passe d'un process à l'autre. Et il n'y a même pas de synchronisation des process. Et dans certains cas particuliers, on peut même observer des performances qui sont meilleures que si on attaque directement le système de fichiers. Donc c'est plutôt sur quand on va accéder à des gros volumes de données, et l'optimisation vient de la taille des pages qui sont dans la base SQLite. C'est un cas particulier, mais bon, c'est à noter quand même. Il est très fiable aussi, parce qu'il est utilisé par des milliards de téléphones dans l'IoT, des choses qu'on ne peut pas intervenir toujours facilement pour corriger ou adapter, et on voit que ça fonctionne bien. On peut le retrouver dans des terminaux de paiement, là où on ne peut pas du tout intervenir. Il est utilisé depuis 20 ans, donc c'est une solution qui est plutôt éprouvée. Et ils ont une batterie de tests qui est assez impressionnante. Il y a 92 millions de lignes de code, de script ou de code de test. Donc quantité ne veut pas dire qualité, mais il y a un effort qui est fait, qu'on peut noter quand même pour vérifier que ça passe pas mal de tests. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser SQLite pour les développeurs? En tant que développeur, vous avez juste une lib à utiliser et vous n'avez rien d'autre à faire. Il n'y a rien à installer, il n'y a pas de configuration à faire et ça démarre immédiatement, c'est rapide. Et donc là, par exemple, en Java, vous instanciez vos drivers JDBC, SQLite, vous ouvrez une connexion
avec une URL JDBC, vous précisez le nom de votre fichier JDBC où vous voulez stocker les données, et c'est fini, vous avez votre base de données qui est disponible et vous pouvez commencer à coder. C'est aussi intéressant pour les tests, parce qu'il y a un mode mémoire en SQLite, et donc si on utilise ce mode mémoire, il ne va plus y avoir d'accès au disque, il ne va pas y avoir de synchronisation, donc l'exécution des tests va être très très rapide, ce qui nous permet d'exécuter pas mal de tests. À savoir que selon les langages, l'implémentation de la lib SQLite gère mal la parallélisation, donc c'est un point qu'il faut vérifier si vous parallélisez l'exécution de vos tests. Et pour démarrer en mode mémoire, au lieu de mettre le nom du fichier, vous précisez memory et vous avez votre base qui est en mode mémoire. Dernière étape, en production, pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, on a une faible consommation de ressources, puisqu'au lieu d'avoir un nouveau serveur instancié avec du logiciel à déployer, on a juste notre application, il n'y a rien à installer, et on a un fichier qui est sur le serveur. Et les opérations sont aussi simplifiées. Alors pour grossir le trait, en gros, si on veut créer une base de données SQLite, on fait un touch, et puis voilà, on a notre fichier de base de données. Si on va la sauvegarder, on fait un CP, où on utilise l'instruction .backup de SQLite. On veut déployer, on fait un SCP ou un git push prod. On veut supprimer RM, renommer MV. On veut gérer des utilisateurs. Ah non, je vous ai dit, il n'y a pas d'utilisateur dans SQLite. On ne le fait pas. Vous voulez mettre à jour votre base de données SQLite. Il n'y a pas de logiciel SQLite, mais en fait, c'est votre logiciel, votre application que vous mettez à jour, ce n'est pas le serveur de base de données. Donc ça simplifie quand même pas mal les opérations. Donc à retenir, en fait, on voit qu'on a un outil qui est disponible dans plein de langages, qui propose une architecture qui est plutôt simplifiée, puisqu'on ne va pas avoir de serveur distant, qui est facile à opérer. Si vous avez des appétences pour l'éco-responsabilité ou tout au moins la frugalité dans l'usage des ressources, c'est un outil qui peut être considéré. Et on a des performances qui sont nettement améliorées. Les requêtes SQLite, on va plutôt les mesurer en microsecondes, là où en client-serveur, on va plutôt parler de millisecondes. Et un petit truc qui est rigolo aussi, c'est que quand on utilise des bases de données client-serveur et de l'ORM, souvent on peut être confronté au problème des requêtes N+1, donc quand on liste des objets. En SQLite, il n'y a plus ce problème-là, puisque les données sont dans le process applicatif, donc on n'a plus la latence réseau, et donc en fait, c'est plus un problème, et c'est même parfois en fait, plutôt conseillé d'avoir ce comportement de N+1, parce que SQLite est parfois plus rapide à faire plein de petites requêtes plutôt qu'une grosse. Il y a plein d'avantages, mais comme toute solution, il y a quelques contreparties. La première, c'est la concurrence, puisqu'en fait, on a un fichier en local, donc c'est-à-dire qu'on a un seul accès en local. Par défaut, SQLite, il n'autorise qu'un seul writer et plusieurs readers, avec quelques complications. C'est-à-dire que quand le writer va commencer à écrire dans la base de données, on pose un lock et les readers ne peuvent plus y accéder. Et inversement, quand les readers lisent dans la base de données, c'est pareil, il y a un lock qui est posé et les writers ne peuvent pas écrire. On verra qu'il y a un contournement possible, mais là, c'est le premier point qui peut poser problème. Le typage aussi, on a seulement 5 classes de stockage en SQLite, donc le null, le integer, le real, le text et blob. Donc c'est assez parlant, le null pour ce qui est de des vides, integer pour tout ce qui est numérique, les noms à virgule, du texte et des blobs. En revanche, tous les types SQL sont quand même supportés, donc vous utilisez du varchar 255, il va le stocker dans une classe texte. Vous voulez utiliser le type int, il va le stocker dans la classe integer. À noter, si vous utilisez le type int avec un auto-increment, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment utiliser dans ce cas-là integer, sinon l'auto-increment ne va pas fonctionner. Et il y a d'autres types de données qui sont assez courants quand même dans nos applications. Donc il y a le booléen. Alors là, c'est facile. Il stocke dans une classe integer avec 0 ou 1. Date ou datetime, il y a plusieurs possibilités pour vous. Soit vous utilisez une représentation textuelle, avec par exemple le format ISO 8601. Donc là, c'est assez facile pour les développeurs parce qu'on voit tout de suite la valeur, c'est facile à manipuler. Par contre, ça prend plus de place dans la base de données. Il y a un autre type qui est le jour julien avec les reals. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est un type, une représentation qu'on ne trouve pas souvent. Et puis l'autre représentation un peu plus classique, c'est le nombre de secondes depuis l'époque unique qui est stocké dans la classe integer. Donc ça, c'est assez courant. Le point qui peut être bloquant, c'est si vous avez besoin de gérer des décimaux, parce qu'en fait, on n'en a pas dans SQLite. Donc, si vous avez besoin de nombres à virgule avec une valeur exacte, je n'ai pas de solution. Donc, c'est un point qui peut être assez bloquant. L'autre sujet qui peut poser problème, c'est la durabilité des données. On a dit qu'on stocke les données dans un fichier.
si vous perdez votre disque ou si vous perdez votre serveur, vous perdez vos données. Donc il faut savoir que selon le type de stockage que vous avez sur votre serveur, le risque est plus ou moins grand. Si vous avez un simple disque, bah, vous savez que la fiabilité de votre stockage est de 99%, de ce qu'on dit de 9. Si vous utilisez du block storage selon la classe, ça peut aller de 3.9 à 5.9. Puis si vous utilisez du S3, bah là on passe à 11.9. Par contre, c'est du stockage distant. Et donc, qui dit stockage distant, ça veut dire que vous avez votre fichier en local, il va falloir mettre en place une stratégie pour avoir une copie sur un stockage distant. Et donc, cette stratégie, il y en a plusieurs possibles, et ça va dépendre un peu de quels sont vos critères qui sont les plus importants, qui vont être plutôt le coût, la complexité de la solution ou la performance dans la durabilité des données. Et en général, là, on se retrouve où il faut choisir plutôt un des deux critères, deux des trois critères, pardon. L'option la plus simple et pas chère, c'est des backups réguliers. C'est-à-dire que vous faites des backups réguliers de votre base que vous envoyez à distance. Ça, c'est facile. Par contre, il faut, entre chaque backup, vous pouvez potentiellement perdre des données. Donc, il faut savoir quelle est la fréquence à faire et quel est le volume de données que vous acceptez de perdre dans cette stratégie. L'autre stratégie, c'est de faire du streaming en continu. Donc, il y a un outil qui est de plus en plus utilisé qui s'appelle Livestream, qui permet, en fait, il va surveiller le journal de transactions d'SQLite et en temps réel, il va pousser les transactions sur un bucket S3 distant. C'est facile à instancier, c'est un processus qu'on lance à côté. On dit Livestream replicate, on donne le fichier de la base de données SQLite, le dépôt, le bucket S3, et il va envoyer les instructions. Si on perd notre serveur, on a une commande pour restaurer la base. Et après, il y a d'autres solutions qui sont plus des systèmes de clusters de base SQLite. Et là, on commence à rentrer dans une solution qui est beaucoup plus lourde à mettre en place, avec des clusters qu'il faut synchroniser, avoir des quorums, etc. Je ne les ai pas expérimentés, c'est beaucoup plus lourd. Et le dernier point aussi que je n'ai pas expérimenté, mais que certains utilisent, c'est de faire la réplication au niveau du support de stockage. Et donc utiliser par exemple LitFS qui permet d'avoir un système répliqué, un système de fichiers répliqués. Le dernier point bloquant, c'est la mise à l'échelle. Parce qu'en fait, vous allez peut-être vouloir gérer plus de trafic ou plus de charges de travail. Donc par défaut, vous allez faire une scalabilité verticale, donc c'est-à-dire rajouter des capacités disques, CPU, RAM, mais ça a ses limites. Donc on peut aussi envisager une scalabilité horizontale. Alors avant de se lancer dans ce sujet, je vous recommande fortement de vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une scalabilité horizontale? Les performances de SQLite sont déjà plutôt correctes et répondent à quand même pas mal de cas d'usage. Donc, avec prudence. Néanmoins, si vous souhaitez le faire, vous pouvez par exemple faire du sharding et distribuer vos données sur plusieurs bases SQLite. Par exemple, avoir une base par tenant. Vous pouvez utiliser le consistent hashing. C'est une stratégie un peu de sharding qui limite la redistribution des données quand on ajoute ou on supprime un nœud dans notre cluster, enfin, même si ce n'est pas un vrai cluster. Et l'idée, c'est d'avoir un cercle virtuel sur lequel on va distribuer tous les shards, enfin toutes les données avec une clé de hachage, et on va poser aléatoirement des nœuds, et en fait les nœuds sont responsables de l'arc de cercle qui les précède. Et la dernière solution, c'est si vous vous autorisez à avoir de la consistance à terme, ça peut être intéressant dans le cas où vous avez énormément de lecture et très peu d'écriture, ou un nombre raisonnable. Donc vous allez avoir un nœud qui serait master, sur lequel vous allez envoyer toutes les écritures. Vous faites de la réplication avec différents modèles sur des nœuds qui seront des read réplicas, et vous distribuez tout le trafic de lecture sur ces nœuds-là. Donc ça, c'est un pattern qui est plutôt envisageable. Donc je vous ai présenté un peu tous les avantages et inconvénients de cette solution. Et donc dans la vraie vie, comment on utilise SQLite? Donc on en a déjà parlé en introduction, on le retrouve beaucoup dans les mobiles, sur les applications desktop, dans l'embarqué aussi. Un autre cas assez courant, c'est dans le cache, vu qu'on a un mode mémoire qui est performant et qu'on peut l'instancier facilement. On le retrouve aussi, on commence à le retrouver côté serverless, alors avec quand même un petit point d'attention, c'est que serverless, on va avoir des stockages qui sont éphémères. Donc si vous avez une base qui est vraiment que accéder en lecture, c'est plutôt bien adapté. Par contre, si vous avez des écritures dessus, c'est-à-dire qu'il faut trouver un mécanisme pour persister vos données. Donc on va commencer à reparler d'un stockage distant, et ce n'est pas forcément le cas d'usage SQLite. Donc ce n'est pas forcément le meilleur usage. Et IA oblige, il fallait que je parle un peu de LLM. Et donc
Avec les LLM, on parle qu'on peut faire des optimisations avec l'embedding et on utilise des bases de données vectorielles pour faire des recherches vectorielles. On commence aussi à avoir des implémentations de bases de données vectorielles avec du SQLite. Des choses un peu moins typiques, c'est par exemple pour des backends d'API. Si vous avez une forte charge en lecture, SQLite peut très bien faire le backend de votre API REST. Si vous avez un flux de données, aussi de requêtes qui est assez modéré sur une application, donc par exemple, c'est un chiffre qui est sorti de nulle part, mais si vous avez par exemple à environ une centaine de requêtes par seconde, SQLite fait largement l'affaire. Il peut faire bien plus que ça. On a vu des benchmarks où on parlait plutôt de 20 000 requêtes secondes, mais déjà avec une centaine de requêtes par seconde, ce qui correspond quand même à pas mal de cas d'usage, tout le monde n'est pas Google, ça peut faire le taf. Quand vous voulez faire du prototypage, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est assez facile d'instancier quelque chose, d'associer une base SQLite. Donc, autant partir dessus. Vous êtes déjà sur une solution qui est compatible SQL et ça sera plus vite si vous voulez basculer sur un vrai projet. Autre cas qu'on retrouve aussi, c'est pour l'analyse de données en local. Donc, si vous avez, des fois, on doit analyser des données avec des fichiers CSV ou des logs. Il y a des fonctions assez simples dans SQLite pour importer des données et puis après on peut travailler dessus en toute autonomie localement, faire ses requêtes SQL. C'est plutôt pratique. Et un autre cas aussi, c'est l'utiliser comme format de stockage de données. Il n'y a pas toujours des standards pour tous les types de données qu'on peut échanger entre les systèmes. Pourquoi pas utiliser SQLite, puisqu'en fait on y accède via une interface SQL, donc c'est assez universel, et donc ce qui permet de transporter des données d'un système à un autre. Alors, quelques astuces que je souhaite vous partager ce soir, que j'ai pu avoir à mettre en place au cours des différents projets. S'il n'y en a qu'une seule que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, SQLite, quand on écrit, il pose un lock et puis personne ne peut rien faire dessus. Ça, c'était le comportement qu'il y avait au départ. Ils ont mis en place un mode qui s'appelle le Write Ahead Logs, qui permet en fait d'écrire tout le journal de transaction dans un fichier à part, dans un fichier .wall. Et en fait, quand quelqu'un va écrire dans la base SQLite, il va poser le log sur ce fichier et donc plus sur le fichier de la base de données, ce qui va permettre au reader de continuer à le lire, ce qui donc enlève un verrou, déjà un premier goulot d'étranglement. Quand on applique cette instruction, ça l'applique sur le fichier de la base de données, donc vous n'avez pas besoin de le refaire systématiquement à chaque fois que vous ouvrez une connexion SQLite. Il n'est pas activé par défaut parce que comme ils veulent assurer une rétrocompatibilité, au départ, cette fonctionnalité n'y était pas, donc ils ne l'ont pas mise par défaut, c'est à nous de l'activer nous-mêmes. La seconde astuce qui est intéressante, c'est le busy timeout. En fait, SQLite, donc, quand on veut écrire dessus qu'il y a un log qui est posé, il va nous dire non, il y a un log qui est posé, tu ne peux pas écrire. Et par défaut, le busy timeout, il a 0 millisecondes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'attend pas, il retourne directement une erreur et donc il rejette l'écriture. On peut modifier le busy timeout, ce qui va nous permettre de créer une sorte de file d'attente virtuelle. Et donc, dans ces cas-là, SQLite, il va attendre le délai qui est paramétré avant de rejeter la demande. Et donc, si le lock est libéré dans cet espace de temps, cet intervalle de temps, l'écriture va être enregistrée. Donc, généralement, on voit des busy timeout entre 0 et 30 secondes. Ça va dépendre un peu de votre charge, des pics de charge que vous avez à encaisser et des performances de vos disques. Entre 5 et 6 secondes, c'est pas mal. Mais ça dépend un peu, c'est à bencher. Autre point, par défaut, SQLite ne vérifie pas les contraintes de vos clés étrangères. Ça n'y était pas au départ, donc il faut l'activer aussi. Donc là, c'est facile, c'est avec le paramètre foreign key égale on, et donc ça permettra à SQLite de vérifier l'intégrité des clés étrangères. On serait tenté de ne pas l'activer pour dire, comme ça va être plus performant. Mais en fait, le contrôle, l'overhead, je n'ai pas vu de mesure, mais en tout cas, il n'est pas du tout perceptible. Enfin, moi, je ne l'ai pas senti. Et donc, il vaut mieux avoir des données qui sont intègres plutôt que d'avoir un pouillem de micro-CPU gagné. Autre point dans SQLite, donc je vous ai parlé tout à l'heure qui supportait différents typages. Quand on crée une table, déjà, on peut ne pas mettre les types, on peut juste nommer les colonnes et sans définir les types. Et même si on définit des types, quand on va insérer des lignes ou quand on va modifier des lignes, en fait, il accepte n'importe quel type. Donc, on peut se retrouver avec des bases de données. Alors, des fois, ça pourrait être pratique. On pense un peu aux bases documents. Mais c'est un peu limite pour la consistance des données.
Et donc, ça, c'était le comportement par défaut au départ. Et ils ont rajouté, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même quelques années, la propriété stricte. Donc, à chaque fois que vous créez une table, si vous rajoutez la propriété stricte à la fin de l'instruction, et en fait, il contrôlera quand vous ferez un insert ou un update que le type qui sont spécifiés correspondent aux types qui ont été définis à la création. Et donc, ça oblige aussi, lors de la création de la table, à définir les types pour toutes les colonnes, alors que par défaut, ce n'est pas obligatoire. Je vous ai dit qu'on pouvait facilement insérer des fichiers CSV dans une base. En fait, c'est assez simple. Il y a une instruction .mode et on donne un type. Donc là, on dit que c'est du mode CSV. Et ensuite, on fait un .import. On donne son nom de fichier CSV, la table dans laquelle on veut insérer. Donc là, moi, j'ai fait un test sur ma machine qui n'est vraiment pas une foudre de guerre. Sur un fichier qui faisait 2 millions de lignes, il y avait 12 colonnes. Et on taquine les 200 000 lignes insérées à la seconde, ce qui est plutôt pas trop mal. Et si ce n'est pas encore assez pour vous, en fait, il existe des extensions dans SQLite, et donc il y en a une qui s'appelle VSV, qui permet de créer une table virtuelle mappée sur un fichier CSV. Et donc, pour charger une extension, on fait un .load, le nom de l'extension. Donc là, on fait un .load VSV. On fait une instruction pour créer une table virtuelle. Donc là, on fait un create virtual table. On nomme notre table qui est myVTable. Et on lui dit d'utiliser l'extension et on donne les paramètres de l'extension, donc le paramètre obligatoire pour cette extension qui est le nom du fichier. Donc là, je lui dis c'est myfile.csv. Et ensuite, je lui dis tu m'insères dans myTable, qui est ma table réelle de SQLite, toutes les données que j'ai dans ma table virtuelle myVTable. Et là, sur le même fichier, j'obtiens des perfs bien meilleurs qui sont pas loin des 500 000 lignes à la seconde, donc c'est plutôt confortable. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un mode mémoire dans SQLite. Alors c'est très bien, mais par contre, une fois que vous arrêtez votre application, vous perdez toutes les données qu'il y avait dans votre base SQLite. Vous avez peut-être envie de les sauvegarder à un moment, ces données qui sont en mémoire. Et pour cela, en fait, il y a une petite instruction backup dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà pour faire des sauvegardes en prod. Donc vous démarrez SQLite en mode mémoire. Donc là, c'est la commande en CLI, mais c'est la même chose dans une application avec votre driver pour se connecter à SQLite. Vous avez tout un ensemble d'opérations SQL qui sont faites, vous générez de la donnée, puis à un moment, vous voulez stocker cette donnée, faire un backup, vous faites .backup, le nom du fichier dans lequel vous voulez stocker les données, et vous allez avoir toutes vos données qui étaient en mémoire sont stockées, une copie est stockée sur un fichier. Inversement, vous pouvez avoir envie de démarrer votre application en mode mémoire, mais par contre, charger toutes des données qui auront été sauvegardées précédemment dans un fichier SQLite. Et alors, dans ces cas-là, on démarre SQLite en mode fichier, donc avec par exemple SQLite MyDB, dans lequel on a toutes les données qui sont pré-initialisées. On va utiliser l'instruction locking mode pour une histoire d'attachement de base de données qu'on n'a pas expliqué ici. Et ensuite, on va attacher notre base de données mémoire à un schéma. Donc là, ici, j'ai attache database memory as ramdb. Ramdb, en fait, c'est le nom d'un schéma. Et donc là, en fait, il fait un mapping entre la base de données mémoire et le schéma ramdb. Le schéma, par défaut, quand on démarre SQLite, c'est main. Et donc, ensuite, je lui dis, tu crées dans mon schéma qui est en mémoire, donc ramdb, myTable, et tu peuples cette table avec la table main myTable qui correspond à la table qu'il y avait dans mon fichier SQL, mon fichier MySQLite. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les tables que vous voulez précharger au démarrage de votre application quand vous voulez monter toutes vos données en mémoire. Donc ça, c'est pratique quand vous avez un jeu de données qui n'est pas énorme, qui peut tenir tout en mémoire et que vous voulez avoir un fonctionnement qui est que en mémoire pour de meilleures performances. Il y a plein d'autres instructions utiles, mais là, je vous ai vraiment sélectionné que celles qui sont assez courantes. Par défaut, SQLite est vraiment performant. Si on n'a qu'une à retenir, c'est vraiment le mode wall. Les autres, c'est avec plutôt des micro-optimisations et qui vont parfois dépendre un peu des cas d'usage que vous pouvez avoir. C'est très bien documenté sur le site à chaque fois, donc il ne faut pas hésiter à le consulter. Si vous allez plus loin, donc il y a les VSS, c'est une extension là, qui permet justement de faire des recherches vectorielles si vous êtes dans l'IA. Il y a SQLite qui arrive dans le navigateur, donc avec WebAssembly. Donc il y avait des premières expérimentations. Maintenant, ils proposent un build officiel en WASM. Donc c'est plutôt intéressant, je pense. Il y a des cas d'usage qui vont pouvoir se démocratiser pour avoir du mode offline avec du SQLite. Actualité oblige, tout le monde réimplémente son Redis. Ça n'a pas manqué. Il y a un Redis qui est fait avec du MySQLite, avec SQLite, pardon.
Si vous faites du développement web, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a Turso qui a l'air d'être quand même pas mal utilisé. Donc il y a une surcouche, je ne suis pas trop fan, mais ça a l'air d'être tendance, donc c'est à surveiller. Et il y a un un article que je recommande qui est SQLite is not a toy database, qui liste pas mal de cas d'usage plutôt pratiques avec SQLite et qui peuvent être étonnants. Ce qui va retenir le mode wall, c'est vraiment le seul truc à retenir. Je vous passe, c'est du SQL, du SQL, du SQL. Vous pouvez vraiment faire du SQL avec SQLite, ce n'est pas un petit jouet. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous interpeller avec votre présence. Je pense avoir réussi. Et mon second objectif, c'était que vous puissiez considérer SQLite dans vos prochains projets. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si jamais dans vos prochains projets, vous utilisez SQLite. Je serais ravi d'apprendre que j'ai pu vous convaincre à le faire. Je vous remercie.